Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter une conférence qui s'appelle Artistes dans le numérique ou comment hacker la surveillance et beaucoup plus. Cette conférence est sur le rôle des artistes dans le domaine de surveillance et dans le domaine de numérique en général. Et donc, avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Tasha Elena, je suis une artiste numérique russe. Et mon travail explore la relation qu'on a avec les appareils numériques qu'on utilise tous les jours, notamment en ce qui concerne le corps humain. Et donc, mon travail est souvent sur les notions de soins et technologie, des pratiques de bricolage DIY et des solutions low-tech qui servent à examiner divers problèmes tels que la dépendance au téléphone, les problèmes de santé liés à la technologie et la vie privée à l'ère numérique. Et donc voici un aperçu des sujets que je vais aborder dans cette présentation. Je parlerai des différents moyens technologiques qui ont rendu possible la surveillance, mais plus particulièrement de la façon dont différents artistes détournent ces technologies afin de les critiquer. Et en commençant avec des caméras CCTV ou plus généralement la vidéosurveillance, parce que c'est l'un des premiers moyens de surveillance numérique. Et la première système CCTV a été inventé en Russie en 1927, et après, dans les années 60-70, ils sont devenus largement populaires et très utilisés dans le monde entier. Mais il y a un pays, et plus précisément une ville, qui compte le plus grand nombre des caméras de vidéosurveillance, qui est Londres. Et donc, l'existence d'une surveillance tellement intrusive n'est pas passée inaperçue par les citoyens anglais. Et les différentes personnes, ils ont travaillé sur les différents projets pour parler de ça. Donc voici un extrait d'un film qui est réalisé par Manu Luksch, qui s'appelle Faceless, qui a été produit en 2007. Et Faceless a été produit conformément aux règles du manifeste qui s'appelle en anglais Manifesto for CCTV Filmmakers. Donc le manifeste indique notamment que la présence des caméras supplémentaires ne sont pas autorisées sur le lieu de tournage parce que les caméras de vidéosurveillance omniprésentes sont déjà opérationnelles. Et donc ce film a été entièrement produit avec des extraits des vidéos, des séquences vidéo CCTV qui étaient pris par des caméras existantes à Londres. Et donc pour l'artiste, cette base de données était une sorte de ready-made légal qui lui a donné une possibilité de produire un film à un coût très faible et aussi de contourner les systèmes de production des films traditionnels. Alors un autre artiste qui utilise souvent les technologies de surveillance et parle beaucoup de numérique en général pour créer des œuvres et pour engager une discussion est Benjamin Golan, qui est aussi connu sous le nom de Recyclism. Et voilà un projet sur lequel il travaille depuis 2008 qui s'appelle 2.4 GHz. Et ce projet utilise des récepteurs vidéo sans fil pour pirater des caméras de surveillance sans fil. Donc ces genres de caméras sont très populaires parce qu'elles sont tellement pas chères et même les parents les utilisent pour surveiller leurs enfants. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'en fait, ces caméras diffusent le signal. Et ça veut dire que si on sait que ces caméras diffusent le signal, on peut le recevoir. Et donc, Golan a créé ce projet dans lequel il a parcouru des rues des différentes villes avec son récepteur. Et après, il a rassemblé des images pour en faire un film. En plus de cela, notre aspect de ce projet est de placer ces récepteurs dans des rues pour révéler le fait qu'en fait tout le monde peut recevoir ce signal et mettre en évidence que ces technologies ne sont pas sécurisées tel qu'on pense. Et le dernier projet de la partie de vidéosurveillance que je vous montrerai est une vidéo que j'ai créée en 2016 qui s'appelle Are You Watching? J'ai commencé à travailler sur ce projet un peu par hasard parce qu'en fait j'étais sur internet et je trouvais qu'il y avait des sites avec plein de liens
des web caméras qui sont installées en Russie, partout en Russie, mais là j'ai utilisé le cas de Moscou parce que c'est là d'où je viens, qui en fait diffusent la vidéo 24 sur 24. Et je ne connaissais pas qu'ils existaient. Ksenia n'est pas là, peut-être que connaît ça. Et donc, moi j'étais hyper étonnée parce qu'il y avait des caméras qui sont installées dans des rues piétonnes, ce qui n'est pas vraiment normal, comme là par exemple. Et donc, j'ai appelé une amie à moi qui habite toujours à Moscou pour lui demander s'il connaissait que ces caméras existent. Elle était aussi surprise que moi, et donc on s'est dit qu'on va créer cette vidéo ensemble. Donc je lui ai demandé d'aller dans ces coins que j'ai trouvés sur les caméras avec des affiches qui appellent le titre de la vidéo. Et ce qui m'a surpris le plus pendant le tournage de cette vidéo, c'était la réaction de mon amie qui était tout au long de la tournage dans un état de peur qu'elle pourrait être arrêtée parce qu'elle pourrait être considérée comme une manifestante. À ce moment-là, je vivais déjà à Paris, donc j'ai vu plein de manifestations et pour moi, c'était pas quelque chose de quoi je pensais. Mais c'est vrai que depuis 2016, quand on a fait ce film, la situation en ce qui concerne l'arrestation des bassins aléatoires s'est tellement dégradée en Russie que si j'aurais remarqué ces caméras aujourd'hui, je n'aurais jamais osé lui demander de faire cette vidéo parce que moi-même, j'aurais avoir trop peur. Et bien sûr que le sujet de vidéosurveillance a été si populaire pendant quelques années entre les artistes numériques à cause de peur de comment ces technologies vont évoluer avec l'intelligence artificielle. Et même maintenant, les caméras de surveillance ne sont pas juste en flux de vidéos, mais peuvent détecter qui apparaissent dans ce flux grâce à la reconnaissance faciale. Et je pense que la plupart des gens ici savent ce que c'est la reconnaissance faciale, donc peut-être je ne vais pas trop en parler. Mais juste pour dire assez rapidement qu'il y a plusieurs façons dont les algorithmes de la reconnaissance faciale travaillent, mais à la base, afin de pouvoir reconnaître le visage de quelqu'un, il faut d'abord avoir ce visage dans une base de données. Et vous avez peut-être entendu parler de la reconnaissance faciale aux États-Unis avec leur base de données de 117 millions des adultes américains qui prennent directement des permis de conduire des citoyens. Ou en Chine, ou dans certaines villes, il y a des caméras de surveillance qui sont installées 100 mètres ou moins. Et ou en Russie avec l'application Find Face qui permet aux utilisateurs de trouver n'importe qui sur les réseaux sociaux à partir d'une seule image de cette personne. Et donc ces histoires un peu orwelliennes sont devenues nos réalités et les artistes essaient depuis quelques années de trouver des solutions à ces problèmes de reconnaissance faciale. Et donc un artiste qui est assez connu pour ses projets et recherches autour de la surveillance, c'est Adam Harvey, et donc il a créé ce projet qui s'appelle Civic Dazzle, donc on a déjà parlé de ça un peu à la fin de la table ronde. Donc ce projet a été créé en 2010, et c'est un type de camouflage de la reconnaissance faciale. Donc ce projet propose des différents maquillages et coiffures pour se protéger de la vision par ordinateur et la reconnaissance faciale. Et voilà quelques autres options pour se cacher de la vision artificielle que l'artiste propose. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que sur le site de ce projet, l'artiste montre en fait une vidéo qui explique comment on peut, enfin pas nous, mais les algorithmes, comment ils détectent si c'est un visage ou pas. Et donc c'est une vidéo qui montre pixel par pixel comment l'algorithme marche pour détecter si ce visage est un visage ou non. Et bien sûr que depuis le projet d'Adam Harvey, il y avait des autres gens qui ont créé des projets similaires pour des buts différents. Donc on a déjà parlé avec Léa
des manifestantes à Hong Kong. Donc cette femme, elle a mis une vidéo sur Twitter qui explique étape par étape comment on peut reproduire cette coiffure pour se protéger de la reconnaissance faciale, parce qu'en fait les masques n'étaient pas autorisés lors des manifestations. Et puis à droite, vous voyez une artiste qui s'appelle Jocelyn McDonald, qui a créé une couronne de fleurs, qui est juste une partie de série d'images qu'elle a créées. Et donc cette couronne de fleurs, qui est quelque chose qui est pensé normalement d'être assez juvénile et féminin, elle l'utilise pour se protéger de la reconnaissance faciale, et donc cette couronne obstrue presque entièrement le visage tout en restant à la mode. Et le dernier projet sur le thème de la reconnaissance faciale que je montrerai est ce projet qui s'appelle Non-Facial Mirror, qui est créé par un collectif d'artistes coréens. Ce miroir aborde le sujet de la reconnaissance faciale de manière tout à fait inattendue, parce qu'au lieu de vouloir capturer le visage, le miroir se détourne dès qu'il en voit un. Donc, bien sûr que le miroir doit déjà reconnaître le visage pour se détourner, mais les artistes écrivent sur leur site qu'afin de pouvoir utiliser ce miroir, il faut que ça soit un non-visage. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais... donc il faut trouver une solution pour recouvrir son visage ou le détourner afin de pouvoir utiliser ce miroir. Et j'aime beaucoup ce projet parce que au lieu de donner des solutions à des visiteurs ou des citoyens, etc., ce projet oblige le spectateur à comprendre par lui-même comment ces algorithmes marchent. Et la reconnaissance faciale est très liée à la collecte de données, mais bien sûr, il y a plusieurs données que les sociétés différentes des technologies ou des gouvernements collectent activement sur nous. Et donc, on entre dans le sujet de surveillance qui n'est pas vraiment visible et définitivement n'est pas transparent. C'est le sujet de la collecte de données. Ce sujet de surveillance basée sur le collecte de données des citoyens, par le gouvernement spécialement, a été révélé et porté à la connaissance du grand public par Edward Snowden, dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, en 2013, à la suite de la divulgation des documents gouvernementaux du monde entier. Et depuis 2013, ce qui a changé beaucoup, c'est que le grand public est maintenant... ils savent maintenant que, en fait, tous nos appels, nos courriels, nos messages, etc., peuvent être suivis par soit des sociétés technologiques ou soit des gouvernements. Et peuvent être utilisés, par exemple, pour vous envoyer des publicités ciblées ou peuvent influencer, par exemple, la décision d'un gouvernement de vous donner une visa. Et donc, voici un projet par un artiste estonien qui s'appelle Timo Tuts, qui explore le thème de la quantité de données pouvant être accessibles sur la base de données personnelles connues sur quelqu'un. Et donc ce projet s'appelle Memopol 2 et c'est une machine qui cartographie les champs d'information du visiteur. Et donc pour pouvoir utiliser cette machine, il faut avoir une carte d'identité ou soit un passeport qu'il faut insérer dans la machine, et puis la machine va commencer de collecter toute l'information qu'elle peut trouver sur vous à base de données nationales, internationales et bien sûr d'Internet. Et les données sont ensuite visualisées sur cet affichage personnalisé à grande échelle. Et donc le projet a été créé pour expliquer aux visiteurs que lorsqu'on sort sur Internet, et avec une carte de crédit ou utilise notre carte d'identité, on laisse nos traces numériques partout. En fait, le projet il sert à dire que le profil de quelqu'un, ce n'est plus juste un profil physique, mais aussi le profil des traits numériques qu'on laisse partout et auquel on a parfois peu de contrôle. Donc un autre projet par un artiste américain qui s'appelle Evan Roth présente ses propres données d'une manière très visuelle. Donc le projet s'appelle Since You Were Born, et sur cette photo vous pouvez voir une chambre qui est couverte par des images ou des photos qui étaient mises en cache par le navigateur de l'artiste.
Et donc, toutes ces images sont à la fois personnelles et à la fois universelles. Et donc l'artiste a plusieurs versions de ce projet. Celui-là, c'est la version qui montre la capture de 4 mois de l'historique de recherche du jour où sa deuxième fille est née. Et donc là, on peut voir les visages des amis avec des captures de Google Maps, avec des publicités et toutes informations visuelles qui sont mélangées ensemble. Et de cette manière, ce projet présente une autre forme d'explorer notre donnée et de les présenter vers le public. Et donc c'est un projet de mémoire et la narration dans notre monde de plus en plus obsédé par la technologie. Le dernier projet de cette partie, c'est un projet qui s'appelle Nothing to Hide. Donc on a déjà beaucoup parlé de cette phrase aujourd'hui, et c'est une collaboration entre moi et une artiste américaine qui s'appelle Amanda Lewis. Donc on a travaillé sur la compréhension du concept de la vie privée ou de la confidentialité par le grand public. Parce que après les révélations d'Edward Snowden en 2013, on a beaucoup entendu des gens qui disaient « je m'en fous si je suis surveillé, j'en ai rien à cacher ». Et donc cette phrase a été dite par des gens qui ne comprenaient pas l'importance de la vie privée et de la confidentialité. Snowden l'a bien dit dans son nouveau livre qui vient de sortir il y a quelques mois. Il a écrit « Dire que vous ne vous en fichez de la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher n'est pas différent de dire que vous ne vous en fichez de la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. » Donc, Amanda et moi, on a travaillé sur ce projet, cette vidéo, qui est une réponse à tous ces gens qui n'ont rien à cacher. Donc, Nothing to Hide met en évidence les 3 aspects les plus évidents de la surveillance le plus basique des citoyens. Et donc, afin de faire cela, on a créé 3 dispositifs, 3 appareils pour montrer toutes les manières évidentes de la surveillance. Et donc, ces dispositifs étaient particulièrement exagérés pour montrer à quel point c'est évident qu'on est suivi tout au long de la journée. Et je pense qu'avec les projets que je vous ai déjà montrés, on a couvert des aspects importants de la surveillance de nos jours les plus basiques. Donc je vais continuer vers la dernière partie de la présentation qui est l'avenir de la surveillance. Et donc on a déjà vu la surveillance vidéo, la reconnaissance faciale, collecte de données, mais à l'avenir, si éloigné ou pas qu'il peut être, la surveillance sera différente et donc les façons d'en parler ou de se protéger seront différentes aussi. Donc voilà un projet par Heather Dewey Hadberg, qui est une artiste américaine, qui explore les possibilités de surveiller quelqu'un par leur ADN. Donc ce projet s'appelle Stranger Visions et dans ce projet, l'artiste a ramassé des poils, du chewing-gum mâché et des mégots de cigarettes dans les rues de New York. Et puis, elle a extrait l'ADN de tout ce qu'elle a collecté et elle a analysé pour générer par ordinateur cette masque et puis les imprimer en 3D que vous voyez ici. Et donc, cette masque montre à quoi peuvent ressembler ces gens qui ont laissé toutes leurs traces sur les rues, basées sur la recherche génomique. Et donc, ce que j'aime beaucoup avec ce projet, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, l'artiste disait que quand on a commencé à travailler sur ce projet, la technologie qu'elle utilisait était toujours en développement et les gouvernements ou des sociétés ne l'utilisaient pas. Mais dès qu'il a fini ce projet en 2013, ces technologies ont été déjà implémentées. Donc même si on n'entend pas vraiment parler de ça, ou si on ne sait pas, on ne voit pas qu'on peut être suivi avec notre ADN, ça a été déjà implémenté dans quelques pays. Donc un autre projet par une artiste espagnole qui s'appelle Marta Revuelta, et le projet s'appelle AI Facial Profiling Levels of Paranoia.
est une critique d'un algorithme qui est censé pouvoir détecter si quelqu'un est, par exemple, capable d'utiliser une arme à feu, si quelqu'un est homosexuel, si quelqu'un est un terroriste, si quelqu'un a une potentielle criminelle, etc., basé seulement sur leur visage. Et donc, Martha, grâce à quelques documents de recherche qui étaient mis en ligne, elle a pu recréer ce algorithme qui, grâce à la vision par ordinateur et de la reconnaissance des formes, peut détecter la capacité de quelqu'un d'avoir utilisé une arme à feu. Et le danger potentiel de cette personne basé seulement sur l'analyse biométrique de leur visage.